Bonjour et merci à tous pour votre fidélité. Je suis vraiment heureux de voir chaque jour de nouveaux abonnés. Avant de parler des prophéties d'Akira, j'aimerais dresser un panorama de la situation actuelle. Chacun assiste avec effroi aux événements qui secouent notre planète. L'année 2020 démarre en fanfare et elle se gosse de ne pas connaître le syndrome de la page blanche. Elle déverse sur ces pages vierges son encre indélébile pour écrire sans retenue le prochain livre d'histoire. Les moments historiques que nous subissons tous semblent se connecter à merveille au monde relaté dans la vidéo qui dévoile le plan TimeGate. Les hommes de l'ombre nous ont fait les poches durant des décennies, sans état d'âme, et avec l'arrogance qui les caractérise. Du haut de leur grandeur, ils savent pertinemment que le peuple sera toujours là pour les maintenir debout. Sans eux, rien ne peut tourner rond, pense-t-il. Puis est arrivé 2008, une année qui marqua le début d'une nouvelle ère. Et comme anticipé, les États à la solde des puissants ont rincé le peuple de toutes les manières possibles, et continuent à le faire. Baisse des salaires, augmentation des taxes, diminution des aides sociales, inflation masquée. Enfin, dans ce domaine, les hauts fonctionnaires ont une imagination sans limite. Et pour faire accepter toutes ces mesures d'austérité, on n'hésite pas à mettre quelques baffes aux plus récalcitrants. Quant aux autres, on les rend responsables de tous les maux de la société. Le citoyen est fainéant, le citoyen est raciste, le citoyen est profiteur. Le citoyen ne respecte pas la nature et c'est à coup de taxes qu'il faut le mettre au pas. Les gouvernements ont baissé les taux d'intérêt à des niveaux records, ont imprimé de la fausse monnaie à tout va, ont créé des bulles dans tous les secteurs de l'économie. Ils savent que le système sombrera définitivement à la prochaine grande secousse, et nous y sommes. À l'heure où je réalise la vidéo, un micro-organisme tueur sévit sur la planète et réussit l'exploit de mettre toute l'économie mondiale à l'arrêt. Les bourses plongent et les États déjà au taquet diffusent une nouvelle fois leurs milliards d'euros flambant neufs sur un monde amorphe. Les décisions politiques semblent n'avoir aucune logique pour le commun des mortels, car tout part de travers. Très peu de masques de protection, très peu de gel désinfectant, très peu d'appareils respirateurs, très peu de places en soins intensifs, enfin, très peu de tout. On trouve des solutions pour enrayer la maladie infectieuse, notamment le professeur Didier Raoult qui propose, test à l'appui, un médicament déjà commercialisé depuis très longtemps, qui semble être efficace contre le virus et a priori sans danger. Mais le gouvernement traîne des pieds pour étudier le dossier. Évidemment, il faut prendre en compte la balance bénéfice-risque pour un médicament qu'on propose à un large public. Mais là, c'est différent. Nous n'avons plus le temps. La pandémie fait des ravages et à chaque nouvelle heure qui s'écoule, nous déplorons de nouvelles victimes. Le professeur Raoult n'est-il pas le grain de sable dans les rouages d'un plan savamment organisé? Je lui conseille de protéger ses arrières. Tout comme pour le dentiste marseillais, son plus fervent soutien. Certes, les laboratoires pharmaceutiques sont là pour nous soigner, mais pas trop vite ni trop bien. C'est simple, pas de malade, pas de pognon. Pour vous en convaincre, écoutez bien Marc Simoncini, quelqu'un qu'on ne peut pas taxer de complotiste. À l'époque, le chef d'entreprise cherchait des fonds pour financer une étude visant à déterminer sur le long terme si les vitamines données aux enfants étaient efficaces pour lutter contre le cancer. Voici ce que lui a répondu le patron du plus grand laboratoire pharmaceutique français. Ah, moi, vous me mettez dans une situation vraiment compliquée. Bon, je suis obligé de vous raconter une histoire. Il y a 20 ans, on est venu me voir pour savoir si en donnant des vitamines et des compléments alimentaires aux enfants dans les écoles, on arrivait à réduire le cancer 20 ans plus tard, parce qu'on se demandait si les vitamines permettaient d'avoir moins de cancer. On a monté une étude qui s'appelait Suivi Max, qui a duré 8 ans. Pendant 8 ans, on a donné des capsules à des gamins, moitié qui en prenaient, moitié qui prenaient un placebo, pour voir s'il y avait un groupe qui était plus malade que les autres. Il a fallu beaucoup d'argent pour ça. Et on est allé voir les laboratoires pharmaceutiques en leur disant, voilà, on a besoin d'argent pour développer cette étude. C'était sur 12 ou 13 ans, l'étude. Et je me rappelle être allé voir le plus grand patron du plus grand laboratoire français
en lui demandant 150 000 francs à l'époque pour financer cette étude. Il m'avait reçu dans son bureau avec des chaussettes en soie rose, je me rappellerai toujours. Et il m'avait dit, mais pourquoi voulez-vous que j'évite le cancer des enfants, puisque mon métier c'est de vendre des médicaments une fois qu'ils l'ont. Et je m'en suis jamais vraiment remis de cette phrase, parce que j'imagine qu'il y a des tas de gamins qui finalement ont eu des cancers parce qu'on leur a pas donné de vitamines. Et donc je me dis qu'à s'attaquer... La réponse de ce patron dénué d'empathie résume bien ce que j'essaye de vous dire. La pandémie était attendue comme le Messie, et l'arrêt brutal de l'économie mondiale arrange bien du monde. À plusieurs reprises, je vous ai parlé d'écrivains de renom qui avaient anticipé l'avenir de façon surprenante. On me rétorquera que sur 1000 romans qui parlent d'apocalypse, certains auront peut-être de belles concordances. Effectivement, nous pouvons faire parler les statistiques quand il s'agit d'écrivains lambda, très nombreux et peu connus. Parmi eux, quelqu'un décrira probablement des scènes du futur avec justesse, mais il ne le fera qu'une fois dans sa carrière. Combien avons-nous de Jules Verne pour établir cette même comparaison? Un auteur de talent qui a prédit l'avenir de nombreuses fois, et dans divers ouvrages, et je pourrais vous en citer d'autres comme lui. J'en viens maintenant au japonais Katsuhiro Otomo, l'un des plus grands dessinateurs et scénaristes de manga. Il a créé en 1982 Akira, un manga culte et mondialement reconnu. Son travail couronné de succès a révolutionné la bande dessinée. En 1988, Katsuhiro Otomo adapte son manga au cinéma. À l'époque, ce film d'animation deviendra le plus cher de l'histoire, avec un budget d'environ 9,5 millions d'euros pour le produire. Je vais essayer de vous planter le décor de cette fiction. La ville de Tokyo est détruite par une terrible explosion. S'ensuit une troisième guerre mondiale qui met à genoux le Japon durant des décennies. Petite parenthèse, voici les gros titres qu'utilisent les médias pour dépeindre notre pandémie. Ce terme fait le lien avec l'œuvre de l'auteur. Je continue. Néo-Tokyo, la nouvelle métropole, se construit peu à peu sur les ruines de l'ancienne capitale. L'histoire d'Akira débute en 2019 dans cette grande ville dirigée par des militaires et des politiciens corrompus. Premier fait troublant, l'auteur avait prévu que Tokyo organiserait les Jeux Olympiques de 2020. Dans la bande dessinée, on aperçoit le stade olympique en pleine construction. Il deviendra le lieu de recherche des militaires pour des projets secrets, puis le siège du gouvernement. Dans ce stade olympique, il s'y passe beaucoup de choses inquiétantes, sauf du sport. Le mardi 24 mars 2020, le Japon annonce le report des Jeux Olympiques de Tokyo, au plus tard à l'été 2021. Dans le passé, cette compétition sportive a déjà été annulée, mais durant les deux guerres mondiales. En 1916, en 1940 et en 1944. Autre similitude. La politique menée à Néo-Tokyo suscite des révoltes populaires, et les rebelles n'hésitent pas à se confronter aux forces de l'ordre. Voici une photo prise durant les récents affrontements de Hong Kong. Observez bien ce dessin d'Akira où le manifestant se sert d'un panneau signalétique comme d'un bouclier. Dans cette même scène, on discerne dans la rue un message qui dit ceci. L'Organisation mondiale de la santé déplore toutes les mesures prises par les États pour empêcher la propagation du virus. Faites-moi confiance, cette traduction est celle d'un vrai japonais. Souvenez-vous que depuis un an ou deux, on assistait à une extension des révoltes populaires à travers le globe. Le confinement mondial a mis un terme à cette révolution naissante des peuples. Pour rester sur le Japon, voici un extrait de ma vidéo Le Monde en 2020, qui date de septembre 2019. L'année 2020 sera marquée par les Jeux sportifs, et notamment par les prochains Jeux olympiques d'été qui se dérouleront sur les terres du Japon. Dans son histoire, le Japon n'a accueilli les Jeux olympiques d'été qu'une seule fois, en 1964. Et cette année-là, le pays avait connu un tremblement de terre meurtrier d'une magnitude de 7,5. Certes, les séismes ne sont pas rares sur cette île, mais pas d'une telle ampleur.
Alors croisons les doigts pour que rien n'arrive de tragique là-bas. En conclusion, nous vivons des moments historiques, dignes des plus grands films hollywoodiens. Mais rassurez-vous, les gouvernements veillent sur vous et vous préparent en secret des traitements et des vaccins efficaces contre la menace infectieuse. Et pour le bien commun, on essaiera de rendre cette poudre de perlimpinpin obligatoire. L'économie mondiale sera totalement anéantie et on vous demandera des efforts. Encore des efforts, toujours des efforts. Ça sera l'occasion pour les États de restreindre vos libertés, de diminuer vos acquis sociaux et de réformer le code du travail. Quant à nos frères italiens, je suis effaré de voir à quel point l'Europe les a laissés tomber. C'est peut-être le coup de grâce qui poussera ce pays à quitter la zone euro. Accrochez-vous, ça va secouer. Encore un petit mot. Je vais terminer par une dernière prédiction. Le 9 novembre 1965, la grande panne d'électricité de New York avait provoqué un pic de natalité 9 mois plus tard. Et c'est prouvé. On a constaté la même chose après le shutdown de Washington en octobre 2013, où 800 000 fonctionnaires étaient au chômage technique pendant 15 jours. Hausse des naissances, plus 33%. Dernier exemple, en 2007 aux Pays-Bas, dans la ville de Maasdal, une coupure de courant de 50 heures provoque 9 mois plus tard un baby boom. Hausse des naissances, plus 44%. Imaginez les chiffres de la natalité mondiale après un confinement de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois. Pour rester en contact avec moi, abonnez-vous. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos impressions, d'y apporter un complément d'information et de partager cette vidéo, car c'est le meilleur moyen de réveiller les consciences.